Les républicains espagnols sur les routes de l'exil. Quelques jours après le coup d'État du général Franco contre la République espagnole, le journal La Petite Gironde propose, le 23 juillet 1936, un éditorial intitulé « Les lois de l'hospitalité ». Voilà ce qu'on y lit. En face des événements d'Espagne, on peut dire que nous sommes sur le velours. Quoi qu'il arrive, nous sommes sûrs de toucher des réfugiés. Il existe pourtant un remède bien simple. Il suffirait d'un petit article de loi disant que si un réfugié politique étranger encourt une mesure d'expulsion, il sera non pas conduit à une frontière de son choix, mais remis aux autorités de son pays. Avec cette menace, on peut être certain que ces messieurs, si farouches qu'ils soient, se tiendraient tranquilles. Oui, ce n'est pas gagné pour les réfugiés républicains espagnols. Les hommes et les femmes portaient des ballots enveloppés de lustrines noires. Une vieille femme tenait une pendule, un enfant une valise, un autre une paire de chaussures. Tous chantaient. Quelques pas en arrière, un homme tirait une voiture à bras chargée de toute une boutique de brocanteurs et accompagnait leur chant en retard. Los moros que trajo Franco, los moros. No Pasaran, après une lecture d'un extrait de L'Espoir, le roman d'André Malraux en 1937. Bonjour Geneviève Dreyfus-Armand. Bonjour. Il fallait bien commencer cette émission par No Pasaran. Dites-nous, au moment de réfléchir à ces réfugiés espagnols, la chronologie est essentielle. Il faut commencer dès le début en 1936. Dès 1936, il y a des réfugiés. Oui, bien sûr. Les exodes de la guerre d'Espagne ont commencé dès l'été 1936, lorsque les franquistes s'emparent de la partie du Pays Basque qui est autour de Saint-Sébastien et d'Irún. Il y a déjà un exode de 15 000 personnes environ, femmes, enfants, quelques hommes aussi, mais qui repasseront assez vite la frontière et qui se dirigent vers Hendaye. Donc c'est le premier exode de la guerre d'Espagne à l'été 1936, au mois d'août. Le deuxième exode correspond à la prise des régions proches de l'Atlantique, qui bordent l'Atlantique, le Pays Basque, la Cantabrie et les Asturies, par les rebelles. Et là aussi, il y a un exode beaucoup plus important, qui se fait par bateau, celui-là, puisque l'accès à la France n'est plus possible par la voie terrestre. Et ce sont 120 000 personnes qui vont gagner la France. Et le troisième exode va se situer au printemps 1938, au moment où les franquistes s'emparent du Haut-Aragon. Et là, il y aura également à peu près 20 000 personnes qui vont gagner la France. Au total, entre l'été 36 et le printemps 1938, ce sont plus de 160 000 réfugiés qui gagnent la France. Alors pourquoi ? Pour deux raisons. Pour deux raisons, c'est que l'Espagne a été en Europe le premier théâtre de bombardement de populations civiles. C'est en Espagne qu'on a pratiqué des bombardements de terreur sur des villes ouvertes et de manière à miner le moral de l'adversaire et terroriser les populations. C'est en Espagne donc ont été inaugurés les bombardements de civils. Et pour une deuxième raison, c'est que la guerre menée par les rebelles à la République n'est pas seulement militaire, elle est aussi une guerre d'extermination. Il ne s'agit pas seulement de regagner les provinces qui sont tenues par la République, mais il s'agit aussi d'exterminer l'adversaire. Et lors de chaque prise du territoire, que ce soit en Andalousie au début, en Estrémadour et dans toutes les régions prises par les franquistes, il y a une répression terrible qui s'exerce. On emprisonne et on fusille beaucoup des instituteurs, des syndicalistes, des conseillers municipaux ou n'importe quelle personne qui est supposée soutenir la République, qui, il faut le rappeler, a été proclamée pacifiquement en 1931 pour essayer de moderniser un pays qui était resté largement archaïque et inégalitaire, soutenu par une frange importante de la classe politique et des intellectuels, une république qui a souhaité réformer l'Espagne, lui donner une constitution, accorder la liberté d'expression, reconnaître les partis et elle a notamment donné le droit de vote aux femmes dès 1931. Et le gouvernement a entrepris
dès 1931, de moderniser le pays, de le laïciser, puisque le pays était très lié à l'Église catholique. Il a entrepris également de réformer l'armée et il a essayé de débuter une réforme agraire qui permettait de donner des terres, des lopins de terre à une masse de paysans qui n'en avaient pas. Donc cela a suscité très rapidement l'hostilité des officiers, cela a suscité l'hostilité des grands propriétaires et l'hostilité de l'Église. Et très rapidement, ces opposants se sont coalisés avec l'aide de l'Italie mussolinienne et ont commencé à comploter. Dans cette guerre qui éclate, une guerre civile, il faut le dire, dès 1936, dès l'été 1936 en Espagne, il y a ces réfugiés que vous avez évoqués, ceux qui passent la frontière. Mais dans la réflexion autour du déplacement de population en temps de guerre, il faut le rappeler, à l'intérieur même de l'Espagne, il y a énormément de déplacements de population, beaucoup de réfugiés. Bien sûr, parce que le gouvernement républicain et les gouvernements autonomes, notamment le gouvernement basque, ont d'abord essayé de mettre les populations à l'abri en Espagne même, dans la région, en Catalogne, dans la région de Barcelone, mais aussi dans le Levant, vers Valence. Il ne s'agissait pas pour eux d'encourager les populations en danger de quitter le pays. De même pour les enfants. Il y a eu beaucoup d'évacuations d'enfants, d'abord à l'intérieur de l'Espagne. Ce n'est qu'à partir du printemps 1937 que le gouvernement républicain a accepté que les enfants soient accueillis dans d'autres pays. Ils ont été accueillis en très grand nombre en France, mais aussi en Grande-Bretagne, en Belgique, en Norvège, un petit peu en Union soviétique. Voilà. Ouais, c'est une histoire qui s'explique à partir de 1936 pour comprendre ce qui se passe avec ce grand mouvement de population de 1939, ce qu'on appelle la retirada. Tout à fait. On ne comprendrait pas la retirada de 1939 si on ne faisait pas référence à ces exodes de la guerre qui s'expliquent donc par la violence à la fois la violence des combats. Il s'agit de fuir les bombardements, d'échapper à la répression. Alors, entre 36 et 38, beaucoup de ces réfugiés vont revenir en Espagne. Les hommes reviennent combattre. La France les laisse rentrer par la frontière de leur choix, soit vers le Pays Basque s'ils veulent combattre avec les rebelles, soit vers la Catalogne s'ils veulent défendre la République. Donc beaucoup reviennent. Il reste fin 1938 à peu près 40 000 réfugiés, dont de nombreux enfants, et qui ont été accueillis de façon exemplaire. Il y a eu pendant la période de la guerre, une très grande solidarité de la part d'une partie de la société civile, qui a créé des comités, notamment pour venir en aide aux enfants. Des colonies ont été ouvertes dans de très nombreux départements, prêtées par des municipalités proches du Rassemblement populaire, prêtées par des comités d'entreprise, et aussi beaucoup de familles ont accueilli des enfants chez eux. Mais fin 38, il reste à peu près 40 000 réfugiés et certains d'entre eux seront obligés de quitter à nouveau l'Espagne en 1939. Bonjour Maëlle Maugendre. Bonjour. Dans les études que vous avez pu mener sur ces réfugiés espagnols, et réfugiés, il faut genrer le mot, ce sont les femmes en exil, les réfugiés espagnols en France 1939-1942, que vous publiez aux presses universitaires François Rabelais, c'est issu de votre thèse. Oui. Eh bien, il y a cette histoire-là, parce que 1939-1942, ces réfugiés sont en France, très bien, mais ces femmes portent une histoire, et cette histoire, c'est celle d'autres exils durant toute la guerre de 1936 à 1939. Tout à fait. Les civils qui arrivent en France, on parle lors de la retirada d'environ 475 000 personnes qui déferlent en France en quelques semaines. Donc c'est un chiffre extrêmement important. Et parmi ces 475 000 personnes, on estime qu'il y a environ 240 000 civils, 210 000, 240 000 civils et environ un petit peu moins de 100 000 femmes. Et ces femmes-là, effectivement, ce ne sont pas n'importe quelle femme. Elles arrivent avec les représentations sociales, en fait, les précèdent, parce qu'il faut dire que le conflit espagnol est le premier conflit du XXe siècle à être extrêmement documenté, filmé, photographié. Donc, elles arrivent, ces femmes-là, en France avec une représentation qui va plutôt être celle de la victime. Mais pour autant, ce sont des femmes qui ont vécu et qui se sont battues aussi et qui ont participé au conflit. Parce que les autorités vont considérer qu'elles ne sont pas nécessairement politisées alors qu'elles le sont au même titre que les hommes. Par contre, elles ne font pas l'objet du même traitement par la suite, du même accueil
il va y avoir ce qu'on va appeler un accueil genré, clairement en fonction des représentations que les autorités françaises ont de ces populations réfugiées. Oui, parce que pour le premier conflit mondial, bien sûr, il y a une énorme documentation aussi, mais ce regard porté sur les réfugiés femmes est un regard très particulier parce que ici, il y a ce paramètre essentiel, celui de guerre civile. C'est très important aussi pour comprendre la guerre d'Espagne. C'est une guerre civile qui s'inscrit, mais vous nous l'avez dit, Geneviève Dreyfus-Armand, sur un temps long, sur un temps de rancœur de la part des conservateurs alliés à l'Église. Oui, alors une guerre civile, certes, mais très rapidement, elle s'internationalise. J'ai évoqué l'Italie de Mussolini, qui vient effectivement aider les rebelles à la République, et très rapidement, comme vous le savez, l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie vont apporter une aide décisive aux franquistes. Les bombardements de villes basques, notamment celles de Durango et de Guernica en 1937, sont le fait de la Légion Condor, qui est effectivement une escadre de l'armée allemande, de l'armée nazie. Et dans cette histoire-là, il y a les fascistes, les nazis qui interviennent en Espagne, mais il n'y a pas que, il y a également les brigades internationales. Je revis en pensée cette aurore du 7 novembre 1936, où je débarquai à Puente de Vallecas, faubourg sud-est de Madrid, avec la première brigade internationale. La situation militaire était des plus critiques. Les attaques menées par les 4 divisions du général Mola, arrêtées fin octobre à Carabajal Bajo, où les miliciens, à défaut d'armes à feu, s'étaient vaillamment battus au couteau, venaient de déclencher de nouveau sous les ordres du général allemand Faupel, qui avait pris le commandement pour suppléer à l'insuffisance tactique de Franco. L'aviation italienne bombardait la capitale espagnole, tuant femmes et enfants. Le général Miaja, président de la Junte de défense, avait à lutter à la fois contre l'assaillant et la 5e colonne qui essayait d'intervenir dans le dos des combattants et de ruiner le moral de la population. C'est en 1946 que est évoqué des événements qui ont eu lieu 10 ans auparavant, en 1936. Geneviève Dreyfus-Armand, vous êtes historienne, présidente d'honneur du Centre d'études et de recherche des migrations ibériques, le CERMI, et vous avez publié, parce qu'il y a toute une bibliographie, mais l'exil des républicains espagnols en France, de la guerre civile à la mort de Franco, notamment. Dans ce que nous venons d'entendre, il y a cette lecture internationale. La guerre signifie aussi se déplacer. Pour les civils, fuir les combats. Pour ceux qui veulent combattre, venir. C'est le cas des brigades internationales et c'est le cas aussi des Allemands nazis ou des Italiens fascistes. Oui. Alors, avant l'arrivée des brigades internationales, il y a eu d'abord des volontaires qui étaient déjà en Espagne, notamment les sportifs qui étaient venus en Espagne pour les fameuses Olympiades qui devaient avoir lieu à Barcelone en juillet 1936, qui ont été annulées, et un certain nombre de sportifs sont restés sur place pour combattre les rebelles à la République. Et il y a eu aussi des volontaires venus de différents pays pour rejoindre les milices. Alors, il faut bien faire attention à ce terme, à ne pas confondre évidemment avec le terme équivalent en France. Les milices avaient été constituées par les syndicats, les confédérations syndicales. Il y avait 2 grandes confédérations syndicales, la Confédération socialiste, la UGT, Union générale des travailleurs, et la Confédération anarcho-syndicaliste, la CNT, qui, lors du coup d'État, ont constitué des milices pour combattre effectivement essayer de combattre le coup d'État. C'est pour cela que les franquistes pensaient gagner en quelques jours, et il a fallu quand même près de 3 ans pour gagner la guerre. Donc il y a eu ces premiers, je citerai 2 exemples, parmi ces premiers volontaires, Simone Veil, qui rejoint une milice de la CNT justement, ou bien Éric Blair, plus connu sous le nom de George Orwell, qui rejoint les milices du POUM, Parti ouvrier d'unification marxiste, qui était un parti certes marxiste, mais très anti-stalinien. Et d'ailleurs, George Orwell n'avait pas été admis il aurait voulu au départ aller dans les brigades internationales, et puis il a préféré aller dans les milices du POUM. Et les brigades internationales sont arrivées à partir de septembre 1936, venant de très nombreux pays, sous l'égide de la Troisième Internationale, mais il y avait aussi
une minorité de volontaires qui n'étaient pas du tout intrinsèquement liés au Parti communiste européen. Oui, du côté des républicains espagnols et de ceux qui les accompagnent, pour rappeler combien il y a toutes les divisions politiques du monde. La CNT, la Confédération nationale du travail, vous avez évoqué le POUM. Il y a une lecture à avoir pour ne pas avoir un regard complètement biaisé sur cette histoire-là. Il y a des réfugiés qui sont aussi du côté des franquistes. C'est la guerre, il faut le rappeler, il ne faut pas écarter cela aussi. Bien sûr, il y en a très peu, mais il y en a pendant la période républicaine. Mais évidemment, la grande masse des réfugiés pendant cette période est liée à l'évolution des fronts de la guerre. À chaque fois qu'une région est conquise par les franquistes, il y a une vague d'exode. Donc les 3 vagues d'exode que j'ai évoquées entre 36 et 38, et ensuite, après la prise de la Catalogne, en janvier 1939, c'est le grand exode de 1939, massif, soudain, prévisible, mais imprévisible dans son ampleur. Personne, ni le gouvernement républicain espagnol, ni les autorités françaises ne prévoyaient une telle masse de réfugiés se pressant aux frontières françaises. Maëlle Maugendre, peut-on dire que ces différents exils conduisent en fait tous ceux qui fuient le franquisme à Barcelone, un peu à peu depuis 1936. Tout le monde arrive à Barcelone, ce qui fait que à Barcelone en 1939, il y a énormément de monde qui ne peut pas rester en Espagne si Franco gagne. Oui, tout à fait. Et c'est pas nécessairement un choix que d'arriver en France. On se dit que ça reste une république amie, même si on aurait aimé pendant le conflit qu'elle livre beaucoup plus d'armes que ce qu'elle n'a fait. Mais pour autant, les réfugiés espagnols se disent qu'ils vont fuir les lieux des bombardements, mais ils envisagent pas nécessairement de passer la frontière. Il n'empêche qu'avec les bombardements qui les suivent, de fait, la frontière, la débâcle, elle se produit. Et c'est vrai que le gouvernement est le premier surpris par le nombre. Il y a un nombre de circulaires, de textes qui prévoient l'arrivée des réfugiés. On demande à ce qu'ils soient recensés, triés, vaccinés, etc. On envisage des fiches d'identification pour chaque réfugié qui passe. En l'occurrence, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et le gouvernement est obligé d'ouvrir la frontière, d'abord pour les civils, d'ailleurs, parce qu'en fait, au début, il ne souhaite pas faire passer les armées et les hommes en armes. Donc, dans la nuit du 27 au 28 janvier 1939, là, il y a les premiers civils qui passent. Et ce sont déjà des dizaines de milliers de personnes qui sont mis dans des espèces de centres de recueil vraiment sur la frontière. Et ensuite, à partir du 5 février 1939, là, on va faire passer les hommes, les miliciens, ce qui reste donc de l'armée républicaine, et il va y avoir du coup différentes prises en charge en fonction du regard qui est porté par les autorités françaises sur ces réfugiés. Oui, parce que en avril 1939, Franco remporte cette bataille, cette guerre. Il n'est plus permis maintenant d'avoir la moindre illusion sur le sort de la République espagnole. Dans quelques jours ou dans quelques heures, Madrid et Valence tomberont au pouvoir de Franco. La junte militaire, formée par le colonel Casado et M. Besteiro, l'ancien président socialiste des Cortés, sous la présidence du général Miaja, négocie avec Burgos. Elle compte que l'élimination des communistes lui vaudra de Franco un traitement favorable. Elle voudrait un armistice. Mais Franco, sûr désormais de l'emporter au moindre frais, semble exiger la reddition pure et simple. De toute façon, la partie pour les républicains est perdue. Il faudra bien un jour dégager les leçons de cette défaite. Maëlle Maugendre, dans ce qu'on vient d'entendre ici, en 1939, il y a la certitude de la victoire de Franco. C'est une situation extrêmement complexe. Il faut aller en France, parce que si l'on reste en Espagne, quand on est un républicain, on va se faire tuer. Mais la France du Front populaire, c'est pas celle de 39, c'est celle de 36. Elle n'a pas soutenu le mouvement espagnol de manière comme les républicains pouvaient l'attendre. Comment est perçue la France ? Parce qu'on se dit, la France nous a pas soutenu quand c'était le Front populaire. En 39, c'est plus le Front populaire. Il doit y avoir déjà une méfiance. Il y a une première méfiance, mais il y a quand même l'idée de se mettre à l'abri dans un premier temps. Les populations, elles fuient pour ça aussi, pour pouvoir se mettre à l'abri, en espérant pouvoir se reconstituer, se réorganiser pour renverser Franco par la suite. Pour les réfugiés qui arrivent en France, la guerre, elle n'est pas terminée. Déjà parce que dans les faits, elle ne se termine pas en janvier 1939.
Par contre, les réfugiés sont extrêmement déçus de l'accueil qui leur est fait. Alors, c'est sûr que ce n'est pas le même accueil pour les femmes et les enfants que pour les hommes. Les hommes, ils vont quand même être parqués dans des camps que le gouvernement appelle lui-même de ses mots des camps de concentration, qui vont être organisés sur la plage du Roussillon au début, justement avec le décret-loi de novembre 1938 qui permet l'internement des populations indésirables en dehors de toute procédure judiciaire. Et les femmes et les enfants, c'est-à-dire les civils, les populations qu'on va considérer comme étant à protéger et non pas dangereuses, vont, elles, être réparties dans plus de 70 départements français, dans ce qu'on va appeler des centres d'hébergement, qui seront extrêmement disparates. Ça peut être des anciennes prisons, donc des mini-camps, comme des maisons individuelles dans lesquelles les réfugiés vont être très bien reçus. Il y a un parcours qui va être extrêmement différent à ce niveau-là, mais dans tous les cas, il y a quand même un droit d'asile qui n'est pas nié par la République française, mais pour autant, ce qui préside à l'accueil des réfugiés espagnols, c'est bien une logique de police. Oui, parce qu'il y a cette logique de l'État. Geneviève Dreyfus-Armand, quel regard porter sur cet exil qui est précipité? Parce que dans sa matérialité, l'exil, c'est quelque chose qui signifie partir, mais peut-être emporter quelque chose. Là, on sent qu'il y a une forme de précipitation. Cet exil se fait dans la précipitation la plus totale. Lorsque Barcelone est prise, et c'est effectivement une vague une foule vraiment très importante qui va se presser aux postes frontières des Pyrénées-Orientales. Et en emportant quelques maigres bagages, parce qu'ils n'ont pas prévu, c'est vraiment un départ extrêmement précipité. Alors, je crois qu'il faudrait revenir sur la période antérieure, la période 36-38, où le gouvernement, jusqu'en avril 38, est le gouvernement de Front Populaire, certes qui n'intervient pas pendant la guerre, mais va, par rapport aux réfugiés, adopter une politique d'accueil qui est très digne et très humaine. Il y aura énormément d'instructions données aux préfets pour recenser les locaux disponibles, pour héberger les personnes sans ressources. À partir d'avril 1938, c'est un changement complet de politique en France. Le Front Populaire est effectivement défunt, et il y a une volonté de surveiller les étrangers qualifiés d'indésirables. Ce terme apparaît dans les préambules des décrets-lois de mai 38, et surtout celui dont parlait Maëlle du 12 novembre 1938, qui prévoit l'internement dans des centres spéciaux des réfugiés qui ne pourraient pas trouver de pays pour les accueillir. Donc la France du début 1939 n'est pas la même que celle des années précédentes. Et pourtant, les républicains espagnols ont une grande admiration pour la République française. Une très grande admiration qu'ils ont forgée dans leur combat pour la République. Et ils sont déçus, effectivement, d'être considérés comme des malfaiteurs, comme des indésirables, et d'être parqués dans ces camps. Il y aura 275 000 hommes parqués dans des camps à la mi-février 1939. Pour eux, la République française et la France sont le pays des droits de l'homme, et ils se retrouvent considérés comme des gens dangereux. Et on ouvre, comme le gouvernement n'a pas voulu anticiper et n'a pas non plus eu la possibilité de le faire, cet exode massif, on ouvre des camps sur les plages de Roussillon où il n'y a rien dans un premier temps. C'est des espaces où que l'on va délimiter avec des barbelés, et l'autre côté il y a la mer. Et il n'y a pas de baraque au début. Ce sont les réfugiés qui vont être obligés dans un premier temps, de s'enterrer dans le sable pour se protéger du froid, et qui construiront les baraques. Alors, ce sont des noms qui vont résonner, ceux d'Argelès-sur-Mer, de Saint-Cyprien, les 2 premiers camps, qui, pendant quelques semaines, vont regrouper 200 000 hommes. Puis, ça va être le camp du Barcarès, qui est situé non loin pour les réfugiés en attente de rapatriement. Mais ça ne suffit pas. Le ministère de la Défense, dont dépend les camps, va en ouvrir d'autres, dans d'autres départements, que ce soit à Bram, dans l'Aude, que ce soit à Agde, dans l'Hérault, et ensuite plus loin, à Settefond, dans le Tarn-et-Garonne,
à Gurs, dans ce qui était alors les Basses-Pyrénées, aujourd'hui Pyrénées-Atlantiques. Parce que ces camps, nous allons les retrouver partout. Vous avez écrit, Geneviève Dreyfus-Armand, des ouvrages sur ces camps, notamment sur celui de Rivesaltes, les Républicains espagnols à Rivesaltes, publié en coédition avec le mémorial du camp de Rivesaltes. Et puis vous avez aussi écrit sur le camp de Sept-Fonds 1939-1944 dans l'archipel des camps français, publié aux éditions Le Revenant. Dans cette histoire-là, il y a tout un imaginaire. Nous le savons combien cette histoire est proche, de manière générationnelle. Et puis c'est notre histoire à nous tous, une histoire à transmettre. C'est un peu ce qui est fait dans le film d'animation Joseph. 1939, ça te dit quelque chose? Bah évidemment, c'est le début de la 2GM. Et à quoi? Deuxième guerre mondiale. Mais non, la France est entrée en guerre en septembre. Moi je te parle de février 39. Oh, tu m'aurais pas reconnu à cette époque-là. Quand Barcelone tombe, 500 000 réfugiés cherchent un abri en France. On les parque dans des camps de concentration. Tu crois qu'ils méritaient ça? Quoi? Les camps de concentration. En 2002, ce film d'animation Joseph d'Aurel, c'est exceptionnel de réfléchir à ce qui s'est passé à ce moment-là, au sens où Maëlle Maugendre, il y a toute une histoire à raconter de nouveau, une histoire à redécouvrir. L'histoire même de ces camps est intéressante, comme s'ils avaient été longtemps oubliés et qu'ils ont été redécouverts tardivement. Oui, c'est vrai qu'il y a tout un travail qui a été aussi mené par les associations mémorielles qui se sont essentiellement constituées par les enfants, les petits-enfants de ces réfugiés qui ont souvent eu leur exode et le vécu aussi parce que la Seconde Guerre mondiale a un peu pris le dessus sur cette histoire des camps. Et en l'occurrence, cette histoire est redécouverte petit à petit à l'aune des travaux donc de Geneviève, de Denis Péchanski, l'histoire des camps français. Et donc c'est important de pouvoir les raconter et de les raconter aussi dans toute leur entièreté, c'est-à-dire ce que les réfugiés ont vécu, ce que les autorités françaises ont imposé, que ce soit dans les camps comme dans les centres d'hébergement, parce que j'insiste, c'est quand même une part importante aussi de l'histoire et de l'histoire des femmes. Et ce qui est intéressant d'étudier, c'est non seulement comment ils ont été contraints dans ces espaces-là, qui étaient des lieux très très difficiles, surtout à l'hiver 39, mais aussi comment ils ont résisté de plein de manières différentes, que ce soit les femmes et les hommes, de manière en faisant appel à la culture, en continuant aussi à réfléchir sur leurs idéaux politiques. Il y a énormément de résistances en fait qui se mettent en place et de modalités de résistance qui sont très très variées dans ces camps et dans ces centres. Maëlle Maugendre, vous proposez une histoire genrée de cette histoire, mais nous l'entendons bien avec ce mot indésirable. Elle l'est, mais presque par la loi genrée, où il y a des séparations entre les hommes, les femmes. L'homme peut porter éventuellement un fusil dans cette représentation, alors que les femmes aussi pourraient le faire. Il y a tout cela qui est important dans ces femmes en exil. Nous savons aussi que les représentations sociales imposent cette image de la femme avec l'enfant. C'est la femme qui part avec ses enfants. Tout cela fait qu'il y a quelque chose de particulier dans cette lecture de l'exil. On peut en faire vraiment une lecture féminine? Alors, on peut en faire une lecture féminine. Disons que je pense que la question du genre, elle est vraiment primordiale sur l'accueil qui a été proposé aux réfugiés espagnols pour cela, parce qu'il y a ces représentations de genre. Effectivement, on va considérer que tous les hommes en âge de porter des armes ont été des miliciens, alors que ce n'est pas forcément le cas. À l'inverse, toutes les femmes, lorsqu'elles arrivent, sont aperçues plutôt comme des femmes victimes, veuves éplorées, avec leurs enfants, alors que pourtant, certaines, elles, ont porté des armes sur le front de la guerre d'Espagne. Donc, il y a vraiment une perception qui est genrée et qui est de fait erronée, mais qui va quand même créer une réalité. Mais disons que les choses vont quand même évoluer, notamment avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'au début, on accueille les femmes sur plus de 70 départements et il y a des comités d'aide qui se mettent en place, il y a du soutien donc on apporte de la nourriture, on apporte des habits, on permet aux élèves, aux enfants d'être scolarisés. Mais petit à petit, avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, ces femmes qui étaient victimes vont elles aussi devenir indésirables. Donc à ce moment-là, on va leur demander soit de rentrer en Espagne, parce que selon les autorités françaises, puisque femmes, elles ne risquent rien à retourner chez Franco, alors même qu'elles se sont battues, elles aussi, contre justement le régime franquiste. Et donc, on va considérer qu'elles peuvent,
sans aucun problème retourner en Espagne, ou sinon qu'elles vont devoir retrouver les hommes de leur famille, parce qu'il y a cette séparation-là à la frontière. La première violence qui est faite aux réfugiés espagnols, c'est qu'on leur permet pas de passer la frontière avec les membres de leur famille. Ils sont séparés de fait, et il y a certaines réfugiés qui vont retrouver des membres de leur famille qu'au bout de plusieurs mois. Ouais, parce que c'est une violence de séparation évidente. L'exil, la guerre. Mais ici, à la violence de l'exil tel qu'il est, à chaque guerre, en particulier lors des guerres civiles, il y a l'accueil. Et cet accueil est très complexe. Donc, il y a ce qui est utilisé comme expression, ces camps de concentration. La qualité de vie est inexistante dans ces camps. C'est une horreur, c'est-à-dire que rien n'est prévu. Alors, peut-être pas par volonté, ça j'en sais rien, c'est peut-être aussi parce que il y a l'incapacité de s'occuper de tous ces gens qui arrivent. Qu'en pensez-vous ? Effectivement, le gouvernement de l'époque a été débordé par cet exode, mais il y avait eu au préalable beaucoup d'avertissements de la part des diplomates français en poste en Espagne. Et j'évoquerai particulièrement le lieutenant-colonel Henri Morel, qui était l'attaché militaire français à Madrid et qui a averti de l'imminence de la fin de la guerre et de la probabilité d'un exode massif. Il n'a pas été écouté. Et lui-même a été amené à visiter les camps et a trouvé que l'accueil qui avait été réservé aux hommes, qui s'étaient battus pour la démocratie pendant presque 3 ans, était honteux. Effectivement, le gouvernement n'a pas eu en 1939 du tout la même politique d'accueil par rapport aux réfugiés que pendant la période 1936-1938. Et Albert Sarraut, qui est ministre de l'Intérieur à l'époque, le dit très bien lui-même devant la Chambre des députés quelques semaines plus tard, c'est-à-dire il précise ne pas avoir montré aux réfugiés qu'on avait préparé leur accueil, ça a permis, selon le gouvernement français, de limiter l'arrivée des réfugiés, ce qui est complètement erroné. Ce qui est sûr, c'est que moins bien on les reçoit, plus vite ils vont repartir. Et là, clairement, les hommes qui sont considérés comme des rouges sanguinaires dans la presse de l'époque, en fait, le gouvernement français à l'époque n'a pas du tout envie de les voir rester sur le sol français. Donc en fait, ce sont des plages nues, il n'y a rien, il y a énormément de morts, il y a très peu de nourriture qui est distribuée et elle est très mal distribuée. Donc on fait en sorte que les réfugiés, aussi vite arrivés, puissent repartir très rapidement. Le changement en fait de paradigme, il va se faire avec l'hypothèse de la Seconde Guerre mondiale qui arrive, où là, le gouvernement français va se dire, tiens, et si peut-être on utilisait cette main-d'œuvre ? Et ça, il faut pouvoir le dire aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on dit pas assez souvent, parce que ça a aussi des échos dans l'époque contemporaine, c'est qu'en fait, les réfugiés espagnols, certes, le gouvernement français a dépensé de l'argent pour pouvoir les accueillir, plus ou moins bien, mais justement, avec la mise en place de compagnies de travailleurs ou l'embauche de ces réfugiés dans l'économie nationale, au bout d'1 an, 1 an et demi, en fait, les réfugiés espagnols, ils remboursent intégralement le prix de cet accueil et au contraire, ils permettent au gouvernement français de se faire de l'argent et de mieux préparer le conflit à venir. Maëlle Maugendre, parce que la guerre n'est pas terminée, cette lecture des réfugiés espagnols en 1939, eh bien, c'est une lecture internationale, évidemment. C'est-à-dire qu'ils ont quitté l'Espagne, mais pour eux, la guerre n'est pas terminée. La guerre continue. Alors, lutter contre le fascisme, c'est international, mais c'est l'international même du combat qui est intéressant. L'espoir ne faiblit pas. Non, l'espoir ne faiblit pas. Après, ce qui est sûr, c'est qu'ils voient bien qu'ils ont du mal là, que la République française ne fera rien, et qu'en plus, avec l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, c'est un petit peu plus compliqué pour eux. Je pense qu'ils se disent nécessairement, en fait, ok, il faut combattre le fascisme et il faut le combattre en dehors de toute frontière. Donc, s'il faut le faire aussi sur le sol français, on le fera. L'objectif final étant quand même de pouvoir renverser Franco à la fin, ce qui ne se fera pas malheureusement. Mais il reste motivé. Par le groupe motivé c'est Zebda, El Paso del Ebro, ces chansons qui datent du début du 19e siècle, là c'est pour lutter contre Napoléon. On la retrouve pendant la guerre d'Espagne comme une évidence et on la retrouve en 1997 avec Les Motivés. Geneviève Dreyfus-Armand, nous sentons bien que cette histoire est une histoire de douleur et de déchirure. Perdre la guerre en Espagne pour les républicains, se réfugier, être mal accueilli. Et puis, la Seconde Guerre mondiale est là. Et là encore, la France est vaincue. Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Donc, Maëlle Maugendre nous a bien dit que certains sont réquisitionnés pour servir à l'industrie française. Mais que deviennent-ils ? Alors, je crois que c'est important, effectivement, d'insister sur le fait que, en 1939, le souhait des autorités françaises était soit le rapatriement des réfugiés,
hommes et femmes, soit l'incitation à s'engager dans la Légion étrangère. Et il y a eu, à partir du printemps 1939, l'embauche individuelle des réfugiés dans les camps pour travailler dans l'agriculture, dans les mines, dans l'industrie. Ils étaient très appréciés dans la région toulousaine par l'industrie aéronautique parce qu'il y avait beaucoup d'ouvriers spécialisés parmi eux. Et ensuite, sous le gouvernement de Vichy, il y aura la création de groupements de travailleurs étrangers qui font suite aux compagnies de travailleurs étrangers créées dans les camps à partir de 1939. Et paradoxalement, ce sera dans les GTE où ils ont été regroupés que vont naître les premiers noyaux de résistance dans certains départements, dans les zones pyrénéennes, dans les forêts des Pyrénées, dans celles du Massif central, dans celles des Cévennes. Paradoxalement, donc cet apport considérable des réfugiés espagnols au travail va être l'opportunité pour créer les premiers noyaux de résistance. Mel Bongendre. Et vous disiez que c'est une histoire de douleur, mais c'est aussi effectivement une histoire de résistance, et pas seulement de résistance telle qu'on l'entend, de résistance armée pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que les réfugiés espagnols, hommes comme femmes, ils n'ont jamais rien lâché, y compris dans les camps, y compris dans les centres d'hébergement. Et il s'agissait toujours de se tenir au courant des informations, de continuer à discuter politiquement, de résister sur le plan artistique et culturel, d'exiger de pouvoir étudier, d'apprendre le français. Ce sont des personnes qui sont toujours restées debout malgré les dispositifs coercitifs que leur imposait le gouvernement français. Et je pense que ça, c'est aussi, il faut leur rendre hommage en ce sens-là, c'est-à-dire que c'est des personnes pour qui la lutte, c'était aussi la dignité humaine et permettre de continuer à se cultiver, à avancer malgré effectivement les défaites auxquelles ils faisaient face. Et puis ils sont par nature quand même des ennemis de ceux qui sont au pouvoir en France, alors que ce soit Vichy ou que ce soit l'occupant nazi. Oui, bien sûr. Ça, c'est très important de rappeler cela. C'est que malgré le choc de la défaite, malgré le choc aussi engendré par cet exil et cet exode et l'accueil déplorable de la France, il y a la volonté de continuer le combat. Continuer le combat. Dans les camps, on organise des conférences, des cours de français, des cours de mathématiques, des cours d'anglais. On édite une presse des sables, des bulletins absolument magnifiques qui sont décorés avec des crayons et des couleurs données par les organisations de solidarité, notamment les Quakers. Et on essaie de se préparer à un retour en Espagne. On espère que, en s'engageant dans les régiments de marche des volontaires étrangers au début de la guerre, ces régiments de marche sont préférés à la Légion parce que c'est un engagement pour la durée de la guerre. Et un certain nombre d'Espagnols s'y engagent. On les retrouvera à la fin de la guerre dans la 2e division du général Leclerc, la 2e division blindée. On les retrouvera dans la France libre et ils vont s'engager dans la résistance. Alors, dans différentes formes de résistance. Il y a d'abord les réseaux de passage clandestins des Pyrénées, où les hommes et les femmes jouent un rôle très important. Le principal réseau de passage des Pyrénées est dû à l'initiative d'un militant de la CNT, Francisco Ponzan, et il va permettre de faire passer en Espagne des résistants, des aviateurs alliés, des juifs. Et il y aura aussi la résistance dans des mouvements français, parce que pour des raisons géographiques ou des raisons idéologiques, un certain nombre de républicains espagnols préféreront combattre dans des réseaux français. Une troisième forme de résistance va être la constitution d'un réseau armé, celui des guérilleros, qui va être indépendant des mouvements français de résistance, malgré des liens étroits avec eux.
Donc et là aussi des femmes vont s'engager. Il y aura de nombreux déportés politiques parmi ces résistants espagnols. Maëlle Maugendre, femme en exil, les réfugiés espagnols en France. Ces réfugiés, ces femmes, sont-elles elles aussi mobilisées pour le travail? Est-ce que ça passe dans l'esprit de ceux qui ont accueilli? Alors pas tout de suite, on pense jamais aux femmes en premier évidemment. Au début, non, elles sont pas mobilisées pour travailler, mais à partir du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et à partir de l'été 1940, le moment où les centres d'hébergement vont être fermés, certains pour accueillir les réfugiés français, priorité nationale évidemment, et d'autres aussi, à partir du moment où on ferme ces centres d'hébergement, on demande aux femmes de pouvoir subvenir elles-mêmes à leurs besoins. Donc celles qui refusent de retourner en Espagne, parce qu'il y a des rapatriements forcés, mais celles qui refusent, en fait, on va leur dire à ce moment-là, soit vous rejoignez un membre de votre famille qui travaille sur le sol français, soit vous-même, vous vous mettez au travail. Donc on va effectivement les mobiliser dans l'agriculture comme dans l'industrie. On les retrouve à Toulouse, dans l'industrie effectivement, à la poudrerie. Enfin, on les retrouve dans pas mal d'endroits où là, du coup, elles vont devoir elles-mêmes se prendre en charge. Et à ce moment-là, ce n'est plus l'État français qui les prenne en charge. Elles ont un statut d'étrangères, donc sur le sol français, plus de réfugiés. Et les camps sont toujours là, hein? Les camps, de toute façon, vont perdurer pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. Ils vont perdurer, et comme vous le savez, les républicains espagnols vont être rejoints, si j'ose dire, par d'autres étrangers indésirables. Au début, ce sera malheureusement des Allemands anti-nazis qui... comme ressortissants de puissances étrangères, vont être internés dans les camps. Et puis il y aura très rapidement, sous Vichy, des Juifs étrangers. Nous allons dans un de ces camps. C'est dans le Tarn-et-Garonne. C'est à Settefond. Arrivés à la gare de Boredon, près de Caussade, très brutalement, les Sénégalais armés de fusils avec baïonnettes et coupe-gorge nous font descendre du train. Et à coups de crosses de fusil nous conduisent à un pré qui plus tard devait se transformer en camp de concentration de Settefond. Quand nous arrivâmes, il n'y avait aucune baraque pour nous abriter. Nous devions dormir à la belle étoile, résister au froid, à la pluie, à la neige. Plusieurs de nos compatriotes ne purent résister et moururent. Le camp se construisit pendant une quinzaine de jours. Il fut entouré de barbelés, sans aucune condition d'hygiène ni sanitaire. Les baraques d'hébergement étaient fermées uniquement de 3 côtés, ce qui faisait que quand il pleuvait, l'eau rentrait à l'intérieur. La nourriture était très insuffisante. Un témoignage sur ce camp de Settefond, pas très loin de Caussade, une lecture de Sam Bakiast dans le cours de l'histoire. Sam qui réalise également cette émission, le cours de l'histoire, et qu'aujourd'hui à la technique, Jordan Fuentes. Dites-nous Geneviève Dreyfus-Armand, qu'est-ce que ce camp? Vous avez consacré un ouvrage sur Settefond 1939-1944 dans l'archipel des camps français. Oui, le camp de Settefond, dans le Tarn-et-Garonne, près de Montauban, est un camp de la 2e génération, si j'ose dire. Quand le gouvernement a voulu alléger les camps du Roussillon, il y en a créé dans d'autres départements. Alors, la décision de le créer a été prise fin février 1939, et les premiers républicains espagnols sont arrivés à partir du 5 mars. Donc, quelques jours après, c'est évident qu'au début, il n'y avait que quelques baraques de construites, et les baraques ont été construites au fur et à mesure. Au début, les réfugiés ont dû dormir à la Belle Étoile. On est en hiver et il y a eu beaucoup de mortalité. Le cimetière espagnol de Settefond, qui est le seul en France, en témoigne. Et ce camp donc a rassemblé plus de 16 000 républicains espagnols dans une petite ville qui comptait à l'époque 1300 habitants. Et le régime était le même que dans les autres camps, une surveillance tatillonne, l'absence de baraques au début, l'absence de conditions d'hygiène, pas d'eau potable avant le printemps, et il y a eu également beaucoup d'épidémies. Ces hommes jeunes, 20-25 ans, meurent de maladies d'affections pulmonaires, de fièvre typhoïde, et c'est vraiment déchirant de les voir effectivement dans ces conditions qui sont celles de tous les camps. Et il va y avoir, ils vont sortir peu à peu du camp, comme ailleurs, pour aller travailler dans des fermes, dans des usines, dans des mines. Il y a des compagnies minières qui viennent recruter dans le camp de Settefond parce qu'on y a mis particulièrement des ouvriers spécialisés qui sont très recherchés par la France.
Et la période espagnole, disons, va se terminer au début 1940. En 1940, le camp sera un camp militaire pour l'entraînement de volontaires étrangers, qui seront pour moitié des juifs étrangers et pour l'autre moitié des républicains espagnols. Et après, pendant les années suivantes, jusqu'à la libération, ce sera un camp double, une partie dépendant du ministère de l'Intérieur, où on va mettre les étrangers indésirables, n'ayant pas de ressources suffisantes. Ça sera essentiellement des juifs étrangers. Et dans l'autre partie du camp, ça va être un cantonnement pour les groupements de travailleurs étrangers, les GTE. Il va y avoir là plusieurs GTE, dont un qui va être appelé un GTE palestinien, où on va regrouper les juifs étrangers. Et dans ce GTE palestinien, qui est composé beaucoup d'Allemands, d'Autrichiens, de Polonais anti-nazis, très souvent juifs, il va y avoir pendant quelques mois, quelques semaines, une vie culturelle absolument étonnante. Et c'est vrai que dans le camp de Ctefond, malgré ces conditions, malgré la présence de la maladie et de la mort, il y a eu, comme dans les autres, une vie culturelle, de la musique. Il y avait des peintres, surtout, qui ont été sollicités par la mairie, pour célébrer le 150e anniversaire de la Révolution française, et ils ont peint des tableaux qui se trouvent toujours à la mairie, qui sont classés à l'inventaire des monuments historiques, et le curé de Ctefond va également faire appel à eux pour peindre un magnifique chemin de croix, également classé. Ce sont des histoires incroyables de ces camps. On évoque celui de Ctefond, on pourrait en évoquer tant d'autres. Et ce moment très particulier où le camp qui était là pour accueillir des réfugiés espagnols, c'était les parquets, accueille ensuite des juifs. Et dès lors, la question de la déportation se pose. Maëlle Maugendre, y a-t-il des déportations de républicains espagnols qui ont été mis dans ces camps ? Alors oui, il y a des déportations, de toute façon. Oui, mais c'est pas le même processus. C'est ça. C'est pas le même processus, excuse-moi. Oui, vas-y. C'est pas le même processus, c'est que les républicains espagnols engagés dans les compagnies de travailleurs étrangers. C'est que ces CTE ont été envoyés dans toute la France, et notamment aux frontières et à la ligne Maginot. Et ces CTE ont été prises en tenaille lors de l'offensive allemande du printemps 40. Les républicains espagnols il y a eu des blessés et des morts, mais les prisonniers ont été très vite déportés sélectionnés dans les stalags, où ils étaient avec des militaires français, et déportés notamment à Mauthausen. Alors que les juifs étrangers, notamment à Ctefond, seront raflés dans la région et seront déportés à Drancy, puis Auschwitz. Mais ça, c'est la période août 1942. Depuis Ctefond, il y a eu plus de 300 juifs étrangers déportés. Vous voyez, donc ce ne sont pas les mêmes processus de déportation. L'une est très tôt, dès août 1940, pour les républicains espagnols des CTE, et l'autre plus tardif, si j'ose dire, à l'été 1942. Et dans tous les cas, c'est cette souffrance humaine qui est une évidence et qui reste alors longtemps, et on le sent qu'aujourd'hui encore, la plaie n'est pas fermée. Quand peut-on dire que ces camps disparaissent ? Il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale ou faut-il encore attendre un petit peu après ? Alors, par exemple, ce qui concerne Ctefond, le camp est libéré par la résistance en août 1944. Alors, le camp va perdurer quelques mois, comme les autres d'ailleurs, pour y mettre les Français soupçonnés de collaboration. D'autres camps serviront comme celui de Rivesaltes, serviront pour des prisonniers de guerre allemands. Et ensuite, le Rivesaltes est, si j'ose dire, exemplaire. C'est un camp qui était en dur, contrairement aux autres, avec des baraques en fibrociment. Et après la période de la Deuxième Guerre mondiale, le camp de Rivesaltes sera utilisé pour héberger les harkis qui viendront en France en 1962, à la fin de la guerre d'Algérie. Donc vous voyez, il y a la guerre d'Espagne, la déportation des Juifs, très présente à Rivesaltes, qui est vraiment massive à Rivesaltes, et ensuite la guerre d'Algérie. Ces camps sont vraiment emblématiques de l'histoire de 3 guerres qui ont concerné la France au XXe siècle. 3 guerres,
3 plaies, mais qui sont peut-être un peu la même, sur cette politique, Maëlle Maugendre, qui laisse des traces. Quand vous travaillez sur les femmes en exil, les réfugiés espagnols en France, il y a les témoignages. Et témoignages de celles qui ont vécu, et surtout aussi des autres générations. Alors oui, et les témoignages étaient extrêmement importants dans le cadre de l'histoire des réfugiés espagnols et notamment dans le cadre de l'histoire des femmes parce que effectivement les autorités françaises et notamment policières ne se focalisent jamais sur ces populations-là. Donc c'est vrai que de pouvoir avoir l'occasion d'interviewer des femmes qui avaient vécu l'exil, qui avaient vécu la retirada, c'était extrêmement important pour moi pour pouvoir les sortir un peu de l'oubli historiographique, les remettre un petit peu sur le devant de la scène historique parce qu'elles ont vécu l'exil en tant que protagonistes elles aussi. Et c'est vrai que cet apport de la source orale, il est vraiment nécessaire quand on a une histoire comme ça, où c'est essentiellement les sources administratives qui parlent, et donc un regard extrêmement extérieur et policier, alors même que ce qu'on vous a dit pendant toute l'heure, là, c'était qu'il y a eu énormément de dispositifs de résistance, de modalités, de se repositionner dans l'exil malgré les contraintes coercitives étatiques. Donc il y a cet appel à la source orale et effectivement il y a aussi ensuite les descendants qui témoignent. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est pouvoir avoir vraiment la parole de ceux qui ont vécu ça, même tardivement. Et c'était intéressant parce qu'il y a des femmes qui n'avaient jamais témoigné jusqu'à la fin, par pudeur, pour cacher quelque chose, parce qu'elle considérait que ce n'était pas important, pas intéressant, alors même que justement, il fallait bien faire ressortir un petit peu tout ce vécu et leur faire comprendre que ce n'était pas rien ce qu'elles avaient vécu et qu'elles avaient produit aussi des choses et qu'elles étaient restées droites et debout dans cet exil. Et puis cette importance de faire de l'histoire pour pacifier des mémoires, c'est ça aussi cette démarche-là, parce que tout n'est pas réglé. L'histoire est là aussi pour comprendre ces souffrances individuelles. Bien sûr, l'histoire est là pour essayer de resituer toutes ces souffrances qui ont été effectivement, en ce qui concerne les républicains espagnols, pas refermées, parce qu'il y a toujours cette plaie qui est parfois encore à vif d'une guerre qui aurait pu se passer autrement, d'un accueil qui aurait pu être autre, d'une participation à la résistance qui a été longtemps oubliée. Pourquoi a-t-elle été oubliée ? Alors, à la fois parce qu'en Espagne, dans l'Espagne franquiste, les républicains espagnols étaient considérés comme des rouges dont il fallait supprimer même le souvenir. Et en France, la France a écrit très tôt sa propre histoire de la résistance, faisant valoir donc une résistance soit derrière un chef charismatique, le général de Gaulle, soit derrière un parti d'avant-garde, le Parti communiste, et a un peu exclu de l'écriture de son histoire les étrangers qui avaient participé à la résistance. Et les étrangères. Et les étrangères. Merci vivement à toutes les deux pour